Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. De grandes décisions ont été prises au sein du Parti démocratique sénégalais. L'ancien président Abdoulaye Wade, en sa qualité de secrétaire général, a décidé de dissoudre le secrétariat exécutif national du PDS, une première depuis 5 ans. Bilan négatif de l'AGOA, l'accord passé entre les États-Unis et l'Afrique pour la suppression des taxes à l'exportation. 19 ans après son lancement, moins de 2% des produits africains seraient présents sur le marché américain. Et les mariages forcés des enfants sont monnaie courante au Malawi. Depuis 2003, la chef du district de Dedza s'évertue à mettre un terme à ces pratiques. L'un de ses combats a été l'inscription de l'interdiction du mariage précoce dans le Code civil. Mais tout d'abord, aux Comores, le président Azali Assoumani a accordé le 8 août la grâce présidentielle à 4 prisonniers politiques qui avaient été condamnés en décembre 2018 à la prison à perpétuité pour complot. 3 jours après son investiture en mars 2019, le chef de l'État avait déjà ramené à 20 ans de prison ferme la condamnation de ces hommes. Cette nouvelle grâce présidentielle, accordée près de 2 semaines après les accords signés avec la France, pourrait mettre à mal les propos de ses détracteurs qui accusent le président de dérive autoritaire. Au Sénégal, des réformes stratégiques ont été opérées par l'ancien président Abdoulaye Wade au sein du Parti démocratique sénégalais. Le secrétaire général a fait le grand ménage dans le secrétariat exécutif national, ce qui a entraîné la mise à l'écart de celui qui était jusque-là secrétaire général adjoint Oumar Sarr. Les explications de Deogracias Podo. C'est à travers un communiqué publié jeudi 8 août 2019 que le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a décidé de la dissolution du secrétariat exécutif national de son parti pour, selon lui, mettre en place une nouvelle direction plus large, plus dynamique et plus proche de la base politique. Une décision largement commentée depuis par l'opinion publique, car pour beaucoup, l'ex-président sénégalais aurait ciblé en particulier son désormais ex-secrétaire général adjoint Oumar Sarr. Il y a rien d'inédit dans la démarche de Maître Abdoulaye Wade, parce qu'il a toujours agi comme ça au sein du Parti démocratique sénégalais. Et c'est lui qui dicte ses lois. Comme il le dit souvent, même les autres aussi le lui reconnaissent. C'est lui la seule constance. Tout le reste, ce sont des variables. La nouvelle composition du Parti démocratique sénégalais n'a pas tardé. Sans surprise, pour de nombreux observateurs, Karim Wade, le fils du chef du parti, occupe désormais le poste stratégique de secrétaire général adjoint chargé de l'orientation, de la modernisation et de l'élaboration des stratégies politiques. Ces dernières nominations donnent raison à ce qu'ils disent que Wade est obsédé par son fils, en quelque sorte. Et son fils qui a été son bourreau, parce que s'il a été chassé, entre guillemets, du pouvoir, c'est un grand parti parce que les Sénégalais pensaient qu'il voulait mettre son fils à la tête de l'État. Il va sans dire qu'avec l'éviction d'Oumar Sarr, c'est l'un des derniers membres historiques du PDS qui quitte les organes décisionnels du parti. Selon certains observateurs, le Parti démocratique sénégalais, sous la configuration actuelle, se prépare à une candidature de plus en plus probable de Karim Wade à la prochaine présidentielle en 2024. Également dans l'actualité, le Jubaland, territoire semi-autonome situé au sud-ouest de la Somalie, vivra ses prochains scrutins à la fin de ce mois d'août. Des élections pour constituer le Parlement et pour désigner le prochain président de la région. Pour l'instant, cette candidature ont été validées pour la présidence régionale. Ces scrutins sont vus comme de véritables tests pour le système fédéral somalien. Le processus électoral est d'ores et déjà critiqué, notamment par le Conseil des anciens du Jubaland, qui accuse la commission électorale d'être biaisée et qui demande à la communauté internationale d'intervenir. La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, lancée en 2000 par les États-Unis, semble peu efficace. 19 ans après son lancement, moins de 2% des produits africains seraient présents sur le marché américain, malgré la suppression de barrières douanières et tarifaires. Les explications de Nelly Claude Bessa.
L'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, lancée en 2000 par les États-Unis, présente une faiblesse du volume des échanges. Mise en œuvre pour favoriser les échanges avec une franchise du droit des douanes sur 6300 produits, allant des textiles aux produits manufacturés, cet accord connaît un très net ralentissement. En 2017, le niveau des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique a plongé à 39 milliards de dollars, alors qu'il s'établissait à 100 milliards de dollars en 2008. La phase actuelle a échoué parce que les Américains sont venus avec les secteurs textiles et artisanat et l'ont presque imposé aux économies, ce qui fondamentalement n'a pas aidé les pays de l'Afrique. En dépit des facilités offertes par l'AGOA, l'Afrique n'exporte pas plus de 2% sur le marché américain et ne représente que 0,8% des importations américaines. Des données qui font estimer aux observateurs que l'évolution des échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis reste largement en dessous du potentiel. Il faut complètement réidentifier les secteurs couverts. Il est bon d'aligner l'AGOA en termes d'aspiration fondamentale de l'Afrique. C'est le moment de revoir l'accord et de l'adapter structurellement dans le contexte de la zone de libre-échange continentale. Afin de saisir les opportunités offertes par l'AGOA, les pays africains devraient intégrer la diversification des échanges, vu que cet accord ambitionne de diversifier les échanges pour l'industrialisation de l'Afrique. En rappel, les produits pétroliers représentent 2/3 des exportations africaines. Au Kenya, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers le biogaz pour enrichir leurs terres, une ressource longtemps ignorée, mais qui pourrait permettre d'accroître les rendements tout en respectant l'environnement. Nathalie Mo. Au Kenya, l'utilisation de biogaz se vulgarise dans l'agriculture. Il est utilisé comme engrais organique et est reconnu pour ses qualités écologiques. Le biogaz est utilisé dans un contexte où le déboisement a appauvri les terres agricoles du pays. Les plantes ont à leur disposition de la matière organique, ont à leur disposition du minéral qui est de l'azote qui peut permettre à la production d'être augmentée et donc le revenu du paysan. Donc le compostage est important et le compostage est essentiel. Il y a des dispositions techniques qu'il faut prendre. Donc il faut accompagner le paysan du point de vue technique. Outre son apport dans la régénération des terres agricoles, le biogaz a également un impact positif sur les rendements et les économies en termes de coût des engrais. Le Kenya abrite le plus grand nombre de biodigesteurs, des technologies employées depuis plus de 60 ans. Le paysan peut utiliser la matière organique qu'il produit, par exemple à la récolte, peut être utilisé par le paysan en matière de compost pour enrichir son sol et lui permettre d'éviter de dépenser de l'argent pour acheter de l'engrais. Le paysan africain peut produire du gaz aussi à son niveau parce qu'il a de la matière pour produire de l'électricité. Le Kenya compte plus de biodigesteurs que partout ailleurs en Afrique. Aujourd'hui répandue, l'utilisation du biogaz dans l'agriculture existe pourtant depuis 1950 dans ce pays. Les mariages précoces sont très fréquents au Malawi. La chef du district de Dedza s'évertue à mettre un terme à ces pratiques depuis 2003. Elle est d'ailleurs connue pour son combat mené en faveur de l'éducation des jeunes. Elle a lutté pour que l'interdiction du mariage précoce soit inscrite dans le code civil. Amen Edge. Selon des statistiques gouvernementales, la moitié des filles au Malawi sont déjà mariées à l'âge de 18 ans, certaines ayant été forcées dès 9 ou 10 ans. Elles courent ainsi plus de risques d'abandonner leurs études ou sont davantage exposées à la violence domestique et aux conséquences d'une grossesse précoce. Une situation que Teresa Kashindamoto, chef traditionnel du district de Dedza, compte éradiquer depuis 2003 à travers sa lutte acharnée contre le mariage des enfants. Nous, en tant que chefs africains, devons prendre des mesures pour éviter ce genre de pratiques. Nous sommes partis vers les autorités pour signer une déclaration qui stipule qu'à partir de ce jour, plus de mariage précoce, même si jusque-là, la pratique n'est pas abolie. Depuis son arrivée à la tête du district dans la région centrale du pays, elle a fait annuler plus de 3000 mariages jusque-là. En 2017, un amendement a été adopté pour éradiquer le mariage des jeunes de moins de 18 ans au Malawi, mais entre la décision et l'application se trouve un large fossé. Dans un pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, la plupart des parents marient leurs filles par force, espérant que ces dernières subviennent aux besoins de la famille.
J'ai convaincu les populations pour leur faire comprendre que cette pratique est dépassée. De nos jours, les choses doivent se faire autrement. Si nous travaillons ensemble, nous devons savoir distinguer le bien du mal. Les organisations internationales exhortent le Malawi à prendre des mesures immédiates et à long terme pour protéger les filles contre les mariages précoces en vue de leur assurer la jouissance des droits humains en conformité avec les obligations internationales en la matière. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.